Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il y a une semaine, la France découvrait avec émotion la souffrance de l'orque perdu dans les eaux de la Seine. On croyait à son sauvetage. On a suivi les annonces de l'ONG Sea Shepherd France qui annonçait son remorquage. Et puis lundi, c'était la fin. La triste découverte de l'orque flottant à la surface de l'eau, l'aileron vers le bas. La course contre la montre était perdue. Alors, il y a eu ces images qui ont distrait les Français un temps, des requins de la politique, des poissons rouges de l'information, des tentacules de la doxa, mais bon an mal an, les Français se sont finalement replongés dans leurs affaires et bancs de sardines, oubliant cet orque et surtout oubliant les interrogations que portait cet orque. L'orque était malade et ne s'était pas nourri depuis plusieurs semaines, mais certains, comme Sea Shepherd France, soupçonnent que l'homme n'y est pas pour rien. Le problème, c'est que ces soupçons-là remettraient des projets élyséens en question, notamment celui des éoliennes en mer. Rappelez-vous le programme d'Emmanuel Macron. En matière de production, la France s'engagera sur la construction d'une première tranche, premier palier de 6 réacteurs et une mise à l'étude immédiate de 8 autres réacteurs. La puissance solaire sera multipliée par 10 et 50 parcs éoliens en mer seront déployés d'ici 2050. Voilà, d'ici 2050, 50 parcs éoliens en mer offshore. 50 parcs éoliens de 40 gigawatts au total. Le problème, c'est que d'autres histoires que nous avons racontées ici déjà, dans cette matinale, montrent que les éoliennes en mer, mais aussi en terre, jouent directement sur la santé des animaux les plus fragiles. Rappelez-vous, on avait fait cette émission que je vous invite à revoir sur YouTube. Elle était particulièrement touchante du 2 novembre 2021 sur les difficultés posées par l'éolien dans le domaine agricole. Rappelez-vous ce témoignage de Didier Potiron, éleveur de vaches en Loire-Atlantique. Oui, bonjour. Bonjour. Septembre 2012, début des travaux avec les fondations. Et octobre 2012, donc ici, il parle des travaux éoliens, je précise. Donc, baisse de production, baisse de qualité du lait, un stress permanent autour des animaux, des gros soucis de vélage, de non-délivrance, donc la placenta qui ne se décroche pas, etc., etc. La situation s'est aggravée après, en juillet 2013, quand il y a eu la mise sous tension des câbles. Donc la mise en route du site éolien, où là, les vaches ne voulaient plus, cette fois-ci, rentrer dans le bâtiment. Donc on est en robot de traite. Alors là, ça devenait dramatique. Donc avec une surmortalité, c'est-à-dire qu'on retrouve des animaux morts sans raison, même avec autopsie, on ne trouve rien. Donc pas de problème sanitaire. On est rendu à 430 animaux aujourd'hui morts sur l'exploitation. Voilà, 430 animaux morts sur l'exploitation, raconte-t-il, alors qu'il pourrait en avoir une dizaine en tant qu'accident, mais jamais plus que ça. On en est à 430 animaux depuis l'installation de ces éoliennes, raconte Didier Potiron. Et dans cette table ronde, vous découvrez qu'il n'est pas le seul, évidemment. Ce n'est pas un cas unique sur l'effet des ondes sur les vaches. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est cet orque et Sea Shepherd France qui a publié un communiqué. Il est confortable de dire aujourd'hui que l'orque était condamnée et qu'elle était morte de cause naturelle. D'après elle, on peut aussi interroger les chantiers d'usines éoliennes en mer en construction à Courseulles-sur-Mer. Alors pour en parler, nous sommes avec 3 invités. Lamia Essemlali, bonjour. Bonjour. Vous êtes, présidente de Sea Shepherd France, dont on parle justement, qui lutte en faveur de la biodiversité et des écosystèmes marins. On va revenir sur votre communication et puis vous travaillez également sur l'autopsie de cet orque pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes également avec Catherine Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Pulse pour un littoral sans éoliennes et nous sommes avec Valérie Bernardo. Bonjour madame. Alors, je ne sais pas si votre micro fonctionne. Bon, on lui donnera la parole plus tard. Alors, pour commencer, je voudrais, Lamia Essemlali, que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé sur l'orque et surtout, vous avez des premiers retours de l'autopsie, donc si vous avez des informations à nous donner. Alors, on est toujours en attente des résultats de l'autopsie. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait des restes de phoque dans l'estomac, mais qu'elle ne s'était pas nourrie depuis au moins 3 semaines.
Donc là, il va y avoir une enquête à mener de savoir depuis combien de temps elle est isolée de son groupe. Et il y a une autre question qui se pose, c'est que c'est pas la seule orque isolée qui a été aperçue sur la zone dans un laps de temps très court. C'est très rare des orques isolées, ça n'est pas normal. Donc ça pose vraiment la question des facteurs anthropiques. Mais ce qui va permettre d'avoir plus d'informations, ça va être l'analyse de l'oreille interne. Puisque si elle a été désorientée à cause du chantier éolien ou à cause du trafic maritime, de tout autre bruit anthropique, ça se verra à l'oreille interne. Mais c'est une analyse très fine, donc on espère que ça se verra et que si ça se voit, ça sera dit. Mais est-ce qu'il y a vraiment une enquête qui est faite sur la question et sur les raisons de la perturbation de cette orque? Parce que je précise à tout le monde que là tout le monde se dit mais c'est une orque qui était par ailleurs qui avait l'air très malade. Est-ce que c'est la peine de se poser toutes ces questions? Le problème c'est que comme vous le dites en fait déjà une orque isolée d'accord, mais en fait il y en avait d'autres et surtout derrière ça peut entraîner si c'est reconnu que cela pose des questions sur ces orques là, ça peut entraîner de graves conséquences sur l'ensemble de la biodiversité maritime. Alors oui, non c'est ça, puis surtout, alors il y a une chose, c'est qu'on ne sait pas si elle était malade avant de rentrer dans la Seine, puisque les premiers clichés de l'orque montrent une orque qui est certes amaigrie, mais il n'y a aucune trace de champignons sur sa peau, c'est une orque normale, c'est juste une orque qui est amaigrie. Et elle peut très bien avoir été amaigrie parce qu'elle a été isolée de son groupe, elle chasse en groupe. Donc à partir du moment où elle a perdu son groupe, où ils ont perdu le contact acoustique, en fait les orques communiquent entre eux par les sons. C'est comme ça qu'ils se maintiennent ensemble sur une portée de 15 km. Il suffit qu'il y ait eu une pollution sonore très importante qui les désoriente ou qui couvre les sons pour qu'elle se retrouve isolée de son groupe. Au-delà de 15 km, ensuite, elle ne les retrouve pas. Donc elle a du mal à chasser, elle s'amaigrit, elle est désorientée et elle rentre dans la Seine. Tout ça, c'est des hypothèses, ça n'est que des hypothèses, mais elles sont au moins aussi plausibles que l'hypothèse qui est de dire qu'elle était déjà malade en rentrant dans la Seine et qu'elle était de toute façon condamnée et que et voilà, et qui nous décharge complètement de toute responsabilité. Puisque en plus, encore une fois, le fait qu'il y ait une deuxième orque isolée dans la même zone sur un laps de temps aussi court, c'est suspect. Et c'est vraiment, ça mérite qu'on mène une enquête sur les raisons qui l'ont amené à entrer dans la Seine. Oui, Catherine Boutin, membre du collectif Pulse pour un littoral sans éolienne. Vous aussi, vous travaillez sur ces questions, sur ces effets sur les animaux? C'est-à-dire que nous travaillons sur les impacts de ces usines électriques qui veulent installer en mer. Et ce ne sont pas des usines minuscules, puisque chaque usine fait 100 km², c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Paris. Et quand le président... Attendez, alors pardon, quand on parle de 50 parcs, chaque parc... Ah non, oui, non, même pas. Parce que le président de la République a dit 50 parcs, mais ce n'est pas par hasard. En fait, c'est 80 parcs grands comme celui de Saint-Brieuc, de Courseulles, du Tréport, de Fécamp, etc. 80 parcs, c'est-à-dire 80 fois la ville de Paris. C'est ça. Le parc de Saint-Brieuc, de Courseulles, du Tréport, c'est 100 km². Voilà. Donc, ce ne sont pas des usines anodines sous l'eau, évidemment, sur l'eau et au-dessus de l'eau. Voilà, parce qu'au-dessus de l'eau, il y a aussi des oiseaux qui passent. On est en plein couloir migratoire. Alors, si vous rajoutez l'ensemble des usines qui veulent mettre le long du littoral, ainsi que les parcs qu'il y a sur Terre le long du littoral, je vous assure que les oiseaux n'ont pas grande chance de pouvoir s'en sortir. Bon, on continue de parler de tout ça. C'est évidemment absolument passionnant et terrifiant en même temps. Il est 8h03 et c'est l'heure des informations un petit peu en retard avec Emmanuel Noël. Et nous reprenons cette table ronde passionnante sur les effets notamment des ondes de ces parcs éoliens en terre comme en mer. Je rappelle que nous avons fait une émission déjà très très forte le 2 novembre dernier, 2021, que vous pourrez retrouver sur YouTube concernant les effets de l'éolien dans le domaine agricole avec ces vaches tout simplement qui s'effondrent, qui meurent, qui ne font plus de petits, qui ne font plus de lait. Et puis une fois qu'on les déplace et qu'on les éloigne des éoliennes, elles se portent mieux. Et bien voilà l'histoire de l'orque récemment.
pose encore une fois des questions, et cela pose d'autant plus de questions que les projets gouvernementaux vont dans le sens de toujours plus d'éoliens en terre comme en mer. En mer, rappelez-vous, alors j'ai passé l'extrait d'Emmanuel Macron qui annonce 50 parcs éoliens offshore, mais nous sommes avec Catherine Boutin qui nous explique que c'est 80 parcs éoliens qui sont prévus et 80 parcs éoliens qui font la taille de la ville de Paris, tout ça en mer, tout ça sur notre littoral. Évidemment, cela pose des grandes questions pour notre table ronde. Ligne droite. La table ronde. Table ronde que nous poursuivons donc avec Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France. C'est l'association qui a tenté de venir en aide à cet orque perdu dans la Seine. Et puis nous sommes avec Catherine Boutin, membre du collectif Pulse pour un littoral sans éolienne. Nous n'arrivons pas à communiquer avec Valérie Bernardo qui est également avec nous. Je la vois à l'image sur le Zoom, mais le son ne fonctionne pas, au président de l'association SOS Danger Éolien. Je voudrais finir, Catherine Boutin, vous étiez en train de nous expliquer donc 80 fois la ville de Paris, 80 parcs offshore prévus qui évidemment gênent le couloir migratoire des oiseaux. Donc ça c'est côté plein air et dans l'eau aussi. Et quelles perturbations vous connaissez pour les animaux maritimes ? Alors, je ne suis pas très bien placée pour en parler. Je pense que Sea Shepherd saura mieux en parler que moi. Et les pêcheurs aussi. Bien sûr. Donc, évidemment, c'est leur ressource qui est en cause, leur métier. Oui. Quand on parle de la disparition des poissons, de la ressource halieutique et des oiseaux, il faut savoir que tout ça aura aussi des conséquences humaines, c'est-à-dire la disparition pure et simple de toute la filière pêche. Et ça, c'est une catastrophe, une autre catastrophe sociale cette fois. C'est inimaginable, c'est absolument scandaleux. Tout ça pour mettre en place des usines qui appartiennent déjà à des consortiums étrangers, en totalité. Voilà. Il faut savoir que le parc du Tréport et de Noirmoutier, aujourd'hui, derrière des apparences, est déjà en totalité, comme celui de Saint-Brieuc, ils appartiennent à des sociétés étrangères. Voilà. Espagnols pour le Tréport, espagnol et japonais pour le parc du Tréport et de Noirmoutier. Saint-Brieuc, c'est espagnol aujourd'hui. Et demain, on ne sait pas, puisque c'est vendu sans même qu'on puisse le savoir. Voilà. Et on n'a aucune information possible. Non, mais donc, tout ça, c'est grave. On est en train de faire mourir à tous les niveaux, sous l'eau, sur l'eau, et au-dessus de l'eau, on est en train de tout détruire pour produire une production complètement ridicule. Je vois par exemple pour les 6 premiers projets des 2 premiers appels d'offres, c'est-à-dire le Tréport, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Noirmoutier, les 6 premiers projets, c'est-à-dire 3 gigawatts, la Commission européenne dit que ça va produire 10,7 TWh, c'est-à-dire moins que Fessenheim. La totalité de ces projets, c'est-à-dire 6 fois la ville de Paris, vont produire moins que Fessenheim, qui produisait 12 TWh et qui occupait 1 ou 2 kilomètres carrés, et qui ne tuait pas les oiseaux, qui n'en supprimait pas les pêcheurs et qui n'avait pas d'impact sous. Non, mais c'est sûr qu'il y a de très grandes questions. Lamia Essemlali, vous qui travaillez sur le domaine de la biodiversité maritime, des écosystèmes marins, quels sont les effets que vous voyez ? Donc il y a cette interrogation sur cet orque, comme vous le disiez. Quels sont les autres effets que vous connaissez de ces trafics éoliens ou ces chantiers d'usines en mer en cours ? Est-ce que clairement aujourd'hui vous constatez déjà des effets ? Peut-être même sur les crustacés, sur les algues et sur la biodiversité en fait. Oui, alors nous c'est vrai qu'on est arrivé sur ce dossier-là vraiment par le prisme de la biodiversité, puisque c'est vraiment notre cœur de métier, et on s'est rendu compte, on est vraiment tombé de notre chaise en voyant à quel point tous les garde-fous environnementaux ont sauté au prétexte que cette industrie est censée sauver la planète. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu absolument aucune mesure de précaution de prise. On a des dizaines de dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces en danger critique d'extinction, qui sont accordées aux promoteurs éoliens. Je pense notamment à Iberdrola ou El Marine à Saint-Brieuc, mais ça va être le cas pour les autres également.
Et ça, en toute méconnaissance du grand public. Donc, nous, on a fait des micro-trottoirs à Saint-Brieuc. On s'est adressé aux personnes qui se rendent dans les consultations publiques et les débats publics sur le projet. Ils découvraient l'existence de ces dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés. Donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est aussi le fait que les informations ne sont pas données au grand public. Oui, on est en train de sacrifier la biodiversité marine au prétexte de lutter contre le changement climatique. On a le CNPN, qui est le Conseil national pour la protection de la nature, qui s'est auto-saisi en juillet dernier et qui a sorti un rapport sur lequel nous, on s'est notamment basé pour faire un rapport qui soit un peu plus digeste pour le grand public, qui explique clairement que les oiseaux marins sur le littoral français sont condamnés avec les ambitions en termes d'éoliennes offshore. Mais il n'y a pas que les oiseaux marins, il y a aussi effectivement les cétacés, les poissons. Là, il y a une étude anglaise qui est sortie fin avril qui montre que les crustacés, notamment les homards, ont des problèmes de malformation et des problèmes de reproduction à cause des câbles sous-marins qui sont posés pour les éoliennes. Donc en fait, si vous voulez, on a des effets en cascade avec un effet cumulatif, parce que en fait, on va avoir vraiment... Ce qui est effarant, Lamia et Semlali, c'est que ce que vous nous racontez, c'est gravissime. Je veux dire, mais c'est ça l'écologie. Et ça passe crème, pour utiliser une expression un peu... Mais le problème, en fait, si vous voulez, c'est que on a la plupart des ONG environnementales, parce qu'elles se sont très fortement mobilisées contre le nucléaire. Oui. Mais nous, on n'est pas particulièrement pro-nucléaire. Évidemment. C'est pas le sujet. Évidemment. C'est pas le sujet. Simplement, on veut des informations transparentes. Et c'est vrai que on a conscience des risques liés au nucléaire. Par contre, on a complètement idéalisé les éoliennes et l'énergie solaire, notamment, en faisant fi complètement des inconvénients. Et donc, tout ça pour dire que la plupart des ONG environnementales, Europe Écologie Les Verts également, sont en faveur des éoliennes. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour ça que le grand public n'a pas été alerté. Oui. C'est aussi pour ça que quand nous, Sea Shepherd, on s'est mobilisés pour avertir le grand public sur les risques liés à l'éolien, au départ, il y a eu une levée de boucliers, des gens, même parmi nos sympathisants, qui n'ont pas compris. Ils se disent, mais comment Sea Shepherd... Oui, vous trahissez votre camp, entre guillemets. Oui, alors qu'en fait, pas du tout. Et on a plutôt un positionnement qui est... on est droit dans nos bottes, hein, c'est-à-dire que ça aurait été plus facile pour nous. On a suffisamment de travail avec la surpêche, la pollution, etc., pour ne pas s'occuper de ce dossier-là. Et ça aurait été plus facile pour nous de botter en touche, mais quand on a pris conscience de la bombe à retardement écologique que c'est, on s'est dit qu'on ne pouvait pas... Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison, et merci pour votre combat, puisque malheureusement, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire que toutes les autres ONG environnementales qu'on a l'habitude d'entendre sur toutes ces questions-là sont complètement aux abonnés absents sur les questions graves que posent les éoliennes. Vous parliez des malformations à côté des lignes de tension, etc., sous terre, sous la terre, enfin sous la mer en fait. Nous, on a fait cette émission concernant les vaches. Alors vous, c'est pas votre sujet, mais les vaches, il faut savoir, sont très sensibles en fait aussi aux ondes, etc. Et ces vaches qui meurent, littéralement, quand elles sont proches des éoliennes. Sauf qu'il y a de plus en plus d'éoliennes qui sont installées aussi sur les champs agricoles, et ça pose de grandes questions. Si ça touche les vaches, ça touche les autres également, hein, mais seulement. En fait, ça a un impact sur la santé, très clairement. C'est aussi ce qui fait qu'on a quand même une réticence grandissante à avoir des éoliennes près des habitations, près des fermes, etc., à juste titre. Du coup, qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est aussi qu'on va maintenant investir de plus en plus les derniers espaces naturels. Donc la mer. Donc à terre et en mer. Donc on va aller poser ça sur les montagnes, on va raser des forêts, on va mettre ça sur le littoral. Et donc, en fait, on détruit les derniers espaces naturels, et sachant que la destruction de l'habitat naturel est la première cause de l'extinction de la biodiversité. Donc, en fait, au prétexte de sauver la planète, on est en train de la détruire. Et vous parliez tout à l'heure des problèmes d'extraction minière pour justement tout ce qui est nécessaire à la fabrication des éoliennes. Il y a une étude très intéressante qui est parue dans la revue scientifique Nature qui démontre qu'en fait, les extractions minières qui vont être nécessaires pour les ambitions en termes d'énergie renouvelable vont se faire à 82% sur les derniers espaces naturels et sur les zones habitat des espèces protégées, ce qui va complètement annuler tout potentiel bienfait qu'elle pourrait avoir en termes de changement climatique,
du fait de l'impact que ça va avoir sur la biodiversité. Donc on est dans une situation ubuesque où en fait on sacrifie la biodiversité, c'est-à-dire le vivant, c'est-à-dire la condition sine qua non de notre maintien sur Terre, au prétexte de lutter contre le changement climatique. Donc il faut lutter contre le changement climatique, moi je ne dis pas le contraire. Évidemment. Par contre, on ne peut pas le faire au détriment de la biodiversité. C'est pas possible. Oui, ça me semble du pur bon sens, Lamia Essemlali. Merci beaucoup en tout cas pour votre combat. On va raccrocher avec vous pour donner la parole à Valérie Bernardo, puisqu'on a besoin de cette ligne téléphonique pour vous donner tous les détails, les coulisses techniques de la radio. En attendant, Catherine Boutin, je me retourne vers vous, membre du collectif Pulse. Vous avez entendu ce que dit Lamia Essemlali. On tombe des nues quand on entend ça. C'est vrai qu'au nom de la biodiversité, de l'écologie, on est en train radicalement de détruire toute notre biodiversité. Et bien sûr, on est en train de détruire toute la branche pêche qui est sur les lieux depuis plus que des décennies. Hein. Et enfin, c'est leur territoire qu'on est en train de virer pour mettre ces usines. Et puis, tout ça pour rien, pour produire. Mais d'ailleurs, l'exemple allemand est le meilleur exemple. Hein. Ils ont une puissance éolienne installée supérieure à la puissance nucléaire française. Et puis, ils tournent au charbon, il n'y a pas de secret. Voilà. Oui. Donc l'écologie. Tout ça pour rien en plus. Sans parler des coûts, sans parler des coûts. Et sans parler écologique, économique, sociale, énergétique, ça n'est que du négatif, ces projets-là. Donc, on n'est pas assez... Oui, Catherine Boutin, juste aussi une petite chose, petit détail. Vous étiez au courant, vous, que Emmanuel Macron avait prévu des éoliennes partout, sur tout le littoral français, sauf devant sa maison? Ah oui, oui, je suis très au courant, effectivement, parce que moi, j'habite pas très loin et j'ai suivi l'affaire lorsque ça s'est passé. Oui, effectivement. Il a réussi en arrivant au pouvoir à faire annuler ce projet et surtout l'ensemble des projets qui existent, qui sont prévus depuis 15 ans. C'est le seul projet, à ma connaissance, qui a été retiré. Donc projet auto. Et là, il n'y a pas eu besoin d'enquête publique, de débat public et tout ça. C'est le fait du prince. Je me tourne, Catherine Boutin, vers Valérie Bernardo, qu'on a enfin récupérée avec sa ligne téléphonique. Bonjour Valérie Bernardo. Oui, bonjour. Je suis désolée, du coup, on va conclure avec vous cette table ronde. On a donné la parole à Laïla Essemlali de Sea Shepherd France et Catherine Boutin de Pulse concernant ces effets, ces ondes et en mer et hors mer. Vous êtes présidente de l'association SOS Danger Éolien et vous connaissez bien les dangers, les effets notamment sur les animaux, les agriculteurs. On en avait déjà parlé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer où vous en êtes dans ces études-là? Alors, nous, on a déposé nos 250 plaintes au préfet et à l'ARS. Ils nous ont répondu, le ministère de la Santé nous a répondu qu'il faisait une étude épidémiologique. Mais j'y crois pas du tout. On a un éleveur ici tout près qui a perdu 120 vaches et on a... changer son élevage de place, mais on n'en a changé que la moitié. Et très vite, les vaches, en une semaine, elles ont recommencé à aller bien. Là, elles ont regrossi, elles refont du lait. La moitié des vaches, vous voulez dire la moitié du troupeau qui a été éloigné des éoliennes? Oui, on les a mises à 25 km du troupeau parce qu'il n'avait pas la place pour tout mettre. Il en a mis que la moitié, mais de l'autre côté, ça continue de mourir. Et les vaches qui ont été changées de place vont très bien. Donc c'est vraiment un test grandeur nature, malheureusement, sur des êtres vivants. On voit l'effet direct. On nous dit, mais oui, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, donc c'est pas possible, c'est pas vrai. Voilà, on en est, alors qu'on est en train d'installer donc 80 usines de la taille de Paris, je le rappelle, en mer également. 80 usines de la taille de Paris. Vous savez, chez nous, ils m'ont prévu 514 éoliennes autour de chez moi à 20 km à la ronde, alors qu'on en a déjà beaucoup, et ils vont couvrir toute la tirage. C'est-à-dire que tous les villages vont avoir des parcs éoliens. Et là, par exemple, depuis un mois, on a, une quinzaine de mâts de mesure qui se sont montés partout. Ça pousse de partout. Et près de chez nous,
un petit peu plus loin, ça, c'est effrayant. Oui. Des endroits où il y a des éoliennes déjà en nombre, on les compte par centaines, ils rajoutent des mal-mesures. Donc là, c'est inadmissible. Moi, je suis depuis 10 ans en train de dénoncer que les gens sont malades, que les animaux sont malades, qu'il y a des des animaux qui meurent à cause de ça, parce que ça fait quand même des problèmes cardiaques, ça fait des migraines, acouphènes, nausées, vertiges, tachycardie, problèmes de sommeil. Les gens ne dorment plus. Il y a un vrai problème sanitaire et on dénonce de partout, mais personne ne s'en occupe. Silence on nous met radio. Ça sous le tapis alors que c'est grave, quoi. Enfin, on n'en peut plus, Hein. Et oui. Moi-même, je suis touchée, j'ai des acouphènes, j'ai des migraines et je dors très très mal. Oui, Valérie Bernardo, vous racontiez aussi votre histoire dans une autre émission chez nous. On n'a plus le temps malheureusement de discuter, on a eu du mal avec votre ligne, Valérie Bernardo, présidente de l'association SOS Danger Éolien, mais on reviendra sur ce sujet gravissime, vous l'avez compris, gravissime, puisque ces éoliennes, ces plans d'éoliennes en mer comme en terre continuent de se multiplier. On rase des forêts aussi, faut le dire, pour implanter ces champs d'éoliennes. On va les mettre sur tout notre littoral français. Ça pose donc de grandes questions. On continuera de suivre cette affaire avec vous trois, Lamia Essemlali de Sea Shepherd France, Catherine Boutin de Pulse pour un littoral sans éolienne et Valérie Bernardo de SOS Danger Éolien. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.